L'association, oui, on l'a construite autour de Yves, ici présent, qui avait amassé beaucoup de documentation sur la commune d'Ederne notamment, et puis en discutant, on a trouvé que ce serait bien de monter une structure associative pour comment faire ressortir tous ces documents, et puis aussi s'intéresser au patrimoine bâti, mais aussi à l'histoire locale, donc le petit patrimoine, les chapelles, les fontaines, les lavoirs, etc. Et c'est comme ça qu'on a démarré, et donc créé en fin 2008, mais en réalité on a démarré au printemps 2009 en faisant un repas d'ailleurs pour avoir les premières finances de l'association. Et puis ensuite on a fait des expositions, on a ouvert le chemin de randonnée, et ainsi de suite. Et Alain, ce qui a structuré, c'est peut-être aussi le lavoir. Tu as déblayé le lavoir d'abord, ouais. Et puis le reconstruire. Ah oui, on était peut-être à une quinzaine de ça. Oui. Ce sont eux, les grands travailleurs, là, où j'ai pas fait grand-chose, moi-même. Tu nous as soutenus moralement. Oui, oui, et oui, tu as peut-être fait des films. Oui, c'est vrai. Puis on se démène aussi pour sauver ce qui risque de disparaître. Je suis au président de l'association autour d'une chapelle d'Ederne. Il y avait 9 à la Révolution, il en reste 6. Alors une où il pleuvait dedans, hein, et alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à enlever la vieille couverture, et on s'est retrouvé un beau jour entre 10 et 15, même 22 une fois, paysans du coin qui sont venus travailler pour sauver la chapelle Saint-Symphorien. Ça a créé autour d'elle des liens d'amitié entre les gens, hein. Et s'il n'y avait pas eu, quelqu'un m'a dit encore, heureusement qu'il y avait la chapelle à sauver, autrement j'aurais même pas connu mes voisins. On a commencé quand même par le spectacle, un grand spectacle en septembre 2009, ça. Quand j'ai pris ma retraite, on est venu me demander de participer à une opération. C'est à partir de là, hein, qu'on s'est retrouvé donc dans la chapelle, hein, de Lanniens, pour remémorer un peu ce qui s'était passé depuis, même devant, on est remonté très loin, à l'époque, 3000, qu'est-ce que j'ai dit, 5000 ans. Ouais. Et donc il a fallu recruter du monde, des enfants, des répétitions, des scènes aussi sur l'état civil, et du coup les gens avaient apprécié de rester discuter après en faisant ce casse-croûte là, parce qu'ils venaient de voir. Et des choses ça avait suscité des souvenirs, des commentaires chez pas mal de gens qui étaient là. Bon, on avait un peu plus de 200 personnes, je crois, dans la chapelle. C'est à partir des documents, en fait. À partir des documents pour l'histoire ancienne, bien sûr, avec des témoignages ou des gens que l'on rencontre aussi. Et des notes des parents qui venaient de leurs parents et de leurs grands-parents, quoi, aussi, quoi. Donc ça peut remonter peut-être 200 ans quand même. Oui, et puis des écrits qui ont été faits par des historiens locaux, notamment l'existence des tumulus, c'est connu par des recherches plus anciennes, qui ont été faites par d'autres. Les recensements, tous les documents qu'on peut... Le cadastre napoléonien donne beaucoup de renseignements sur la toponymie, qu'on n'utilise pas assez d'ailleurs quand on crée des lotissements actuellement. Là, on invente des noms complètement hors sol, alors que les terrains où ça se fait ont déjà un nom donné par nos anciens. Après la guerre 14-18, il paraît, il y a eu, chez nous, pas mal de gens aussi qui sont allés ailleurs, hein. Bon, c'était dans le Lot-et-Garonne. Pas mal de gens d'Ederne qui sont allés s'établir là-bas. Je me souviens plus exactement de quelles années. J'ai beaucoup de familles là-bas, moi, oui. Alors, mon père, ça me revient, me disait, il appelait
l'Ostagastrone. L'Ostagastrone, oui. L'Ostagastrone, en breton, ça veut dire la queue de La casserole. de la casserole. Lot-et-Garonne était devenu l'Ostagastrone. C'est peuplé à moitié de breton, hein. C'est moitié breton, moitié gascon, là, Lot-et-Garonne. Hein. Parce que c'est une décision du gouvernement. Oui, et il y a aussi... et de la mutualité sociale agricole. Oui, et je crois aussi que dans le Lot-et-Garonne, comme il y avait la guerre 14 qui était passée par là, et souvent il n'y avait qu'un seul enfant dans la famille. C'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Et il y avait des terres qui ont peut-être déserté, il n'y avait plus personne pour les tenir, alors des paysans bretons, qui étaient encore en nombre suffisant, ou même trop importants quelquefois, sont allés s'établir à l'Ostagastrone. Et en Dordogne. Non, en fait, c'est les gouvernants qui ont choisi, parce que là-bas, oui, effectivement, les enfants, c'était la politique de l'enfant unique. Oui. Et il faut pas morceler les terres. Il fallait garder les terres en un seul tenant. Et donc, c'était libre. Oui. Et le problème qu'il y a eu ici, après la guerre de 14, où les loyers des fermes étaient bloqués. Ils ont été débloqués en 1918. Et du coup, ça a créé des gros problèmes. Et c'était pour éviter l'explosion sociale qu'on a déplacé les gens. Donc, des prêtres d'ici sont allés là-bas pour leur prêcher en breton, parce que ces gens-là ne parlaient pas le français. Ils ont été très mal accueillis, d'ailleurs, par les locaux là-bas. C'était des étrangers qui venaient leur piquer leur travail. Oui, quand on se mettait à parler breton, moi je suis un produit d'avant-guerre, juste avant la guerre, voilà. Moi, j'ai Et on parlait breton. Et on se moquait de nous un peu quand on parlait le français, parce qu'on parlait le français avec l'accent breton. Ah, c'était pas ça, hein. On était ignares. Mais c'est bien d'avoir ces accents, parce que ça fait le charme des provinces. Et sur cette émigration, là, moi j'ai 3 frères de mon grand-père qui sont partis là-bas, comme ça. Ils habitaient près de la chapelle de Saint-Symphorien, là, et c'est de là qu'ils sont partis avec leurs vaches. Le lavoir de Parc à Nord-Rue, oui, effectivement, qui serait en français le maître rouge. Alors qui est-il? On ne sait pas. Certains parlent des Templiers, mais il n'y a rien de sûr. Le lavoir, c'est un peu un hasard, parce il y avait un bâti intéressant dans ce secteur-là, cette ancienne ferme, et notamment un manoir du XVIIe siècle qui malheureusement il a fallu l'abattre parce qu'il menaçait ruine. Et nous avions un chemin de randonnée qui faisait les crêtes de la montagne de Hélène et qui passait par là. Et en faisant ces recherches, moi j'avais remarqué qu'il y avait un endroit qui apparaissait sur le cadastre, mais qui était qu'on ne voyait pas en fait, parce qu'il était recouvert par la végétation et avec des grands arbres tout autour. Et donc en y allant, on a vu que là il y avait un endroit et qu'il y avait peut-être un lavoir, parce qu'il y avait quelques pierres qui émergeaient de la vase. Le lavoir, sinon oui, on s'attendait pas à trouver un tel monument là. Pourtant on pense que c'est un lavoir qui date du XVIIe aussi, comme le manoir qui était à côté, et qu'il a peut-être servi d'ailleurs de routoir, c'est-à-dire un endroit pour rouillir le lin et le chanvre. Il y avait beaucoup de culture de lin et de chanvre ici, notamment pour alimenter les filatures de Locronan. On a beaucoup travaillé là sur les randonnées, oui, parce que on a un chemin qui a été validé là et qui va être dans le topo-guide du secteur de Rouillec. Donc il a fallu toute une démarche parce que ça passe, qu'il soit vérifié, qu'on vérifie qu'il n'y ait pas trop de parties bitumées par rapport aux parties sentiers. Il faut que ça soit accepté. Après que le conseil municipal d'Ederne valide la chose. Et après, la phase après, c'est de le baliser. Donc là, on a fait plusieurs journées là-dessus, notamment avec les marcheurs de Cornouailles là, qui sont habilités au balisage. Il y a un engouement, mais plutôt en tant que consommateur de patrimoine, pas comme acteur. C'est ça le problème. Et c'est notre problème d'ailleurs, de ne pas avoir suffisamment de gens qui veulent bien s'intéresser, s'investir pour faire les choses. Des gens pour aller visiter, oui, il y en a énormément, mais pas pour faire les choses. Ah oui, qu'on accepte toutes les bonnes volontés qui s'intéresseraient
au patrimoine. Hein, et on est toujours aussi à la recherche de renseignements, de documents sur l'histoire locale. Des idées, s'il y en a. Des idées. Oui, et des idées, oui. Des photos anciennes, tout ce qui a trait à l'histoire locale, en fait. Et puis surtout des bonnes volontés pour les petits travaux concernant le petit patrimoine local. Ben, ils font partie du pays Glazic, quoi. Le pays Glazic, c'est le coin ici. Alors, ma femme, qui est originaire du Nord Finistère, elle a une définition du pays Glazic. Le Léonard dit tout ce qu'il pense, mais il pense pas tout ce qu'il dit. Celui qui est Glazic, le Glazic s'abstient de penser de peur qu'on ne devine sa pensée. Par contre, d'identité communale propre, je crois qu'il n'y en a pas, en fait. Hein. La commune, elle n'a pas une identité propre. Non, c'est un ensemble. C'est dans l'ensemble Glazic, oui. L'identité, si. Au niveau de la danse, il y avait une petite chose, parce qu'avec René et François Galland, on a mis en exergue cette danse très locale qui existait à une époque. Et quand on a dû faire deux séances là, d'initiation pour des gens qui a eu pas mal de succès d'ailleurs. Je sais pas, les caractères locaux comme ça, j'ai l'impression que maintenant, avec ça se dilue bien y a sûr. Un brassage de population. Les caractéristiques propres à un terroir donné, hein, c'était bon. Quand les gens étaient dans la campagne. C'est ça. Et actuellement, je pense que le modèle d'être auquel on doit être aussi. Quoi. Ça, c'est uniformisé. Ça, c'est uniformisé complètement. Donc, il n'y a plus de spécificité.